le business de la formation en ligne, c'est une vraie entreprise. C'est-à-dire que derrière, si tu n'as pas de process, que ta formation, elle n'a pas de fond, que tu n'as pas de relation client, que tu ne connais pas ton audience, que tu proposes pas de valeur ajoutée, tu n'en vendras jamais. Ou alors tu en vendras et tu te feras insulter et tu auras des notes dégueulasses. Quand tu vas sur ChatGPT, si tu regardes bien l'interface, tout est fait pour te laisser penser que tu es sur MSN Messenger pour les plus vieux ou que tu es sur WhatsApp en train de parler à un pote. Et la problématique avec ça, quand tu chattes avec ChatGPT, tu as l'impression que tu parles à un ami. Et donc, comme c'est un ami, en fait, tu lui fais confiance. Tout l'enjeu des valeurs et de la culture, c'est essentiel dans l'intelligence artificielle. Et très honnêtement, là, tel que c'est parti, on est dans la merde. Je suis Eugénie Delay. Et moi, c'est Max Pezzetta. On est les cofondateurs de l'agence web My Little Big Web. On est situé à Montréal et spécialisé dans tout ce qui est marketing web et conception de sites web. Avec Secret d'entrepreneur, nous mettons en avant des entrepreneurs qui nous partagent leurs succès et leurs défis sans langue de bois. Si vous découvrez notre contenu pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous envoie de la force et surtout, ça vous permet de ne rien manquer de nos prochaines publications. Vous pouvez nous suivre sur votre plateforme préférée, soit en vidéo sur YouTube ou bien en audio exclusivement sur Spotify ou Google Podcast. Allez, c'est parti. Bon, merci Ludo d'accepter de venir sur ce podcast. C'est une première pour moi de le faire en téléconférence, on va dire. Dans le fond, toi, je t'ai découvert en fait sur YouTube parce que tu faisais du contenu en rapport avec LinkedIn et ensuite tu t'es mis à faire du contenu sur l'intelligence artificielle. J'avais un peu pris l'habitude de m'abonner à ta chaîne, de regarder tout ce que tu faisais. Tu parlais pas mal d'ailleurs de ChatGPT, etc. Et la chose, c'est que pour être honnête, si jamais je regardais pas tes vidéos pendant 2 semaines, j'avais l'impression que je venais de sortir de 10 ans de coma. Donc, je me suis dit, mais c'est dingue en fait à quel point ça va vite. Mais juste comme ça, du coup, rapidement, est-ce que tu peux te présenter? Parce que je sais même pas dans quelle case te mettre. Parce qu'avant, tu faisais du LinkedIn. Là, tu parles beaucoup d'IA. Mais t'es qui en fait? Tu fais quoi concrètement? Ouais, il faut que je vais te répondre. Ça peut être une question délicate. De base, je suis consultant en transformation digitale et intelligence artificielle, ça depuis des années. Ça, c'est mon métier de départ. Donc, j'ai une agence qui me permet d'accompagner des clients. Ça, c'est mon activité première. Sauf que finalement, depuis la création de ma boîte, ma vision et ce que je propose aussi à mes clients, c'est de dire on arrête de courir après les clients et on les attire à nous avec la création de contenu. Donc, en fait, j'applique ce que je propose à mes clients et donc j'ai toujours été dans de la création de contenu. Initialement sur Twitter et avec mon blog qui tournait pas mal puisqu'on était monté à 200 000 visites quasiment par mois. Au départ, je parlais beaucoup effectivement de prospection sur les réseaux sociaux et de marketing digital et d'inbound marketing, génération de leads, etc. L'intelligence artificielle est arrivée, alors chez nous, il y a déjà quelques années, peut-être qu'on en reparlera un tout petit peu plus tard dans l'échange, mais le grand public n'était pas prêt. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à dégainer du contenu intelligence artificielle il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Donc, de base, consultant du coup en transformation digitale et intelligence artificielle. Maintenant, l'activité, on en reparlera, mais a pas mal changé, notamment avec l'intelligence artificielle et l'ampleur, entre guillemets, que j'ai pu prendre sur YouTube, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un peu entre deux cases, pardon. La case consultant, sur laquelle je suis de moins en moins présent puisque je suis quand même pas mal sollicité. Et du coup, une case plutôt, j'allais dire infopreneur, même si ce n'est pas exactement le terme, mais plutôt créateur de contenu, proposant également des formations en ligne. Mais moi, quand je t'ai connu, je crois que tu avais quelque chose comme 10 ou 14 000 abonnés. Et là, bientôt, en tout cas, j'espère qu'au moment où les gens vont regarder cette vidéo, tu auras dépassé les 100 000 abonnés. Tu auras ton fameux petit cadre que tu pourras mettre à côté de ta Super Nintendo, que je vois. Parce que, mine de rien, c'est ça, hein, tu as eu une explosion complète de ton nombre d'abonnés durant la dernière année. Ouais, en gros, en fait, quand j'étais sur les sujets, parce que la chaîne YouTube, en gros, je l'ai depuis 2018 à peu près. Bon, au départ, je la gérais comme un pied, puis je la gérais de manière très épisodique, hein. Je publiais une vidéo de temps en temps et évidemment, ce n'est pas la stratégie à avoir sur YouTube. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de ChatGPT et l'intelligence artificielle qui a commencé quand même à buzzer dans le grand public, là, j'étais déjà prêt presque à dégainer. Donc, j'ai commencé à dégainer des vidéos à grande vitesse, ce qui m'a permis effectivement de passer en janvier 2023, j'étais à 5 000 abonnés. Et je faisais environ 150 000 vues par an. Donc ça, c'était il y a même pas 1 an et demi. Et donc, voilà, 13-14 mois plus tard, on est quasiment à 100 000 abonnés. Ouais, et puis en termes de vues,
150 000 vues, c'est peut-être ce qu'on fait en une semaine, quoi. Et encore, non, on fait même un peu plus maintenant, quoi. Et du coup, je dois forcément te poser la question pour essayer de casser un peu les idées reçues. Donc quand on a, 100 000 abonnés, bientôt sur YouTube, on est forcément multimillionnaire évidemment parce que, c'est bien connu, le but dans la vie, c'est d'avoir 100 000 abonnés. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup de ta nouvelle vie de milliardaire? Parce que autant dire ce qui est, voilà, Écoute, qu'est-ce Max, je vais te l'annoncer en avant-première. Je vais bientôt sortir une formation sur comment on peut devenir milliardaire grâce à YouTube. grâce au dropshipping. C'est ce qu'il faut faire, hein. Après, c'est la next step. Non, non, du coup, là, ça, c'est ironique, bien entendu. Non, je suis pas milliardaire. Non, je suis pas millionnaire parce qu'à vrai dire, si j'étais milliardaire ou millionnaire, je serais venu te voir et on aurait plutôt pris un verre et on aurait passé les vacances ensemble. Donc, clairement, le fait, de penser qu'on a une chaîne à 100 000 abonnés et on va être millionnaire, ça, c'est, en tout cas, moi, de ce que je connais et de ce que je peux expérimenter, c'est pas le cas. On peut néanmoins, avec la monétisation YouTube, en étant sur des bons sujets, parce qu'il y a des sujets qui rapportent plus que d'autres. Et pour tout te dire, aujourd'hui, en comparaison, parce que je parle avec d'autres YouTubeurs, il y a des YouTubeurs qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, voire qui ont dépassé le million, et qu'en monétisation, ils gagnent moins que moi. Et alors qu'ils font plus de vues, etc. Mais ils sont sur des sujets plus grand public, donc c'est un peu moins rentable, mais ça ne me permet pas de gérer ma boîte. Enfin, je ne pourrais pas être juste YouTubeur à temps plein et faire que ça. Et non, non. Évidemment, c'est une boutade, parce que je te connais en dehors des interviews et effectivement, je sais que c'est pas aussi simple, mais j'aime bien un petit peu mettre les pieds dans le plat parce que je voudrais pas que certaines personnes qui nous écoutent fantasment sur une image qui est complètement fausse. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu as beaucoup d'abonnés sur YouTube, mais ça veut pas dire que tu as 100 000 clients. Entre quelqu'un qui s'abonne pour se former et qui s'intéresse un petit peu à l'intelligence artificielle et quelqu'un qui va aller consommer tes services en tant que consultant ou même acheter tes formations, il y a quand même un gap, on va dire. Donc, c'est pour ça que je voulais le préciser pour les gens qui nous écoutent. Maintenant, c'est sûr que quand tu as 100 000 abonnés, tu as forcément une énorme portée. Donc, ma question, elle est toute bête, c'est comment tu abordes tes sujets de vidéo? Ça, c'est un vrai sujet. J'ai eu un déclic à un moment donné. Je pense que c'est arrivé quand même assez tôt. Je pense autour de 20, 30 000 abonnés, où là, j'ai senti qu'il se passait un truc. Tu sens que tu deviens personnage public auprès d'une petite audience encore. Mais il y a ce petit truc qui joue. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait une vidéo très sérieuse sur un sujet, une technique que je donnais autour de ChatGPT. Mais dans le titre, j'avais été putaclic. Encore, j'avais pas trop abusé. Et j'avais commencé à avoir effectivement des commentaires de gens deux, trois commentaires à l'époque qui m'avaient dit ouais, non, là, tu nous prends pour des cons, entre guillemets, ça se fait pas, je me désabonne. Et c'est là où je me suis dit, c'est vrai qu'avant, je pouvais partager un peu ce que je voulais quand je voulais et de la manière dont je le disais. Peut-être que maintenant, je dois faire attention. Et c'est vrai que plus on avance, plus il y a des sujets. En plus, j'interviens sur beaucoup de thématiques. J'essaye d'appliquer l'IA dans divers domaines d'activité. Je peux très bien parler de Neuralink, par exemple, du côté de Elon Musk, tout comme parler de l'IA de chez Google ou peu importe, et dans différents domaines d'activité. Donc, des fois, je suis amené à traiter des sujets ou à traiter des choses dont je suis pas forcément expert, etc. Et je te donne l'exemple de Neuralink. Neuralink, c'est la puce d'Elon Musk qui permet à des quadriplégiques, du coup, de retrouver, pas de retrouver des mouvements, mais de pouvoir interagir avec les nouvelles technologies. Et ça, c'est un sujet qui peut être hyper compliqué puisque tu parles des handicapés, etc. Et donc, il faut faire attention aux mots que tu vas utiliser, etc. Ça peut mettre un petit coup de pression. Mais après, j'ai la chance d'avoir une communauté. Je pense que comme je suis dans un quand même cadre professionnel, j'ai une communauté qui est plutôt bienveillante. Puis après, je pense que je dépasse pas les limites dans n'importe quel sujet. Donc ça va. En gros, ça va, quoi. Je peux y aller, quoi. Moi, par exemple, je fais aussi des vidéos, mais ma niche, elle est plus sur les PME à Montréal. Donc, je suis archi niché. Je ne suis pas du tout grand public ou quoi. Et alors, rien que là, effectivement, je me retrouve même moi, des fois, dans des soirées ou dans des événements où on me reconnaît. Bon, franchement, c'est cool. Il y a l'ego qui est un petit peu gonflé. On vient me tchatcher, etc. Puis les gens, en fait, vu qu'ils entretiennent une relation avec toi, entre guillemets, par YouTube, ils se font une image de toi. Du gars, voilà, sympa, accessible, etc. Puis, ils viennent automatiquement t'aborder. Toi, est-ce que tu nous dirais que est-ce que ta vie sociale, finalement, elle a été influencée depuis que tu as autant d'audience ou pas? Alors oui, je vais pouvoir te raconter deux, trois trucs de ce côté-là. Après, je pense quand même que je suis préservé, mais je pense que c'est un peu comme toi aussi. Tu vois, on va être différent d'un Cyprien, d'un Squeezie, etc., qui fait entre guillemets le con dans sa chambre sans être péjoratif. Tu vois, je fais attention à ce que je dis sans être péjoratif sur le truc. Mais lui, quand il fait ça, forcément,
tu rigoles avec lui, tu te marres, tu as l'impression que c'est ton pote. Donc lui, quand tu vas le croiser dans la rue, tu as envie de rigoler avec lui direct. Moi, j'ai une certaine distance. Quand tu me vois, tu peux hésiter à me parler. Néanmoins, donc ça m'arrive effectivement de me faire arrêter un peu de temps en temps. Mais pour l'instant, ça va, je peux aller faire mes courses. Après, le truc qui se passe parfois, c'est que tu as des gens qui arrivent à retrouver ton numéro de téléphone. Là, ça m'arrive. Enfin, tu vois, il y a des gens qui trouvent mon numéro de téléphone avec des applis, notamment en passant par LinkedIn, etc. Je l'ai retiré depuis pour ceux qui voudraient essayer. Mais du coup, les gens ils t'appellent en te disant ah, on se connaît pas, mais t'es comme mon pote parce que je te vois tous les jours, etc. Et ils veulent te parler. Et des fois, oui, c'est bien, mais c'est intrusif. Et là, j'étais au Portugal pour un événement justement il n'y a pas si longtemps, et j'étais avec ma famille en même temps pour prendre quelques jours aussi avec eux. Et on se baladait dans la rue au Portugal à Lisbonne, où tu as un mec qui en fait m'a suivi, il me filmait, mais sans me parler, tu vois. Et genre, là, je suis avec ma famille, si tu veux. Donc, au pire, parle-moi, demande-moi une photo, fais comme tu veux. Enfin, peu importe, je veux bien parler avec toi, mais me filme pas comme ça, comme un paparazzi. Ah ouais, mais c'est une forme d'agression, quelque part, par rapport à ton intimité. En plus, il y a ta famille, tu fait comment pour t'en débarrasser? En fait, j'ai pas dit grand-chose, on s'est barré, et puis voilà. Mais après, heureusement que moi, c'était la première fois, entre guillemets, que ça m'arrive, tu vois. Moi, ça m'arrive, si ça m'arrive une fois par mois, déjà, ça va, quoi. Donc, mais je comprends si tu es beaucoup plus connu que ça pourrait, tu vois, ça pourrait être un truc qui fait que si j'arrive à 300, 400, 500 000 abonnés un jour et que je puisse plus trop sortir, que j'arrête, tu vois. Mon truc, j'ai pas envie de devenir une célébrité, tu vois. Ouais, j'ai souvent dit à Eugénie que quand on crée My Little Big Web au départ, moi, je voulais pas me mettre sur les réseaux sociaux parce que je voulais que ce soit la marque qui soit connue et pas moi. Après, quand tu es dans le business des agences web, que tu es niché comme nous volontairement, on reste à Montréal parce que ça reste une grosse ville. Puis on y arrive largement puisqu'on a quand même 35 employés. On arrive à faire tourner l'agence tout en étant hyper local. Donc, moi, ça me fait super plaisir et ça me convient. Mais c'est vrai que ce côté un peu de notoriété, surtout sur les réseaux sociaux, quand tu dis des choses, tu sais, des fois, moi, je peux dire des trucs dans le cadre de formats longs. Limite, on va me le ressortir. Ouais, t'avais dit ça. Ah bon? Ok, je m'en souviens pas. Évidemment que je m'en souviens pas. J'ai passé des centaines d'heures en vidéo. Et donc, d'un côté, on veut garder le côté, l'authenticité dans nos réactions et pas que tout soit scripté et stérile. Et d'un autre côté, il faut qu'on fasse attention parce que là, on dit un truc, là, maintenant, et ça peut être repris. Toi, en plus, dans le domaine de l'IA, mine de rien, tu peux dire des trucs qui sont plus du tout vrais dans un mois, dans 2 mois, et on pourrait se dire, mais il raconte n'importe quoi, en fait, celui-là. Et malgré tout, tu vas pas supprimer ce contenu. Mais pourtant, tu es sur un contenu qui est archi périssable. Comment tu gères ça finalement? Ouais, alors ça, du coup, c'est un vrai sujet. En plus, c'est un sujet, l'IA, mine de rien, c'est un sujet hyper complexe, un sujet aussi qui est très maîtrisé par des ingénieurs, etc., très diplômés et tout ça. Donc, en fait, ce qui se passe parfois aussi, c'est que dans mes contenus, je m'adresse à une cible très grand public. Je vais parler des modèles de langage, je vais parler de choses parfois pointues, mais je suis carrément obligé de vulgariser, tu vois. Et la limite entre vulgarisation et erreur pour notamment des ingénieurs, etc., elle peut être très, très fine. Et des fois, tu vas vulgariser un truc et tu as un ingénieur qui passe par là et qui commence à te mettre un commentaire en mode « Oh, mais tu racontes de la merde ». Je comprends ce que tu me dis. Donc, il y a cet aspect-là déjà qui peut être difficile à gérer. Il peut aussi avoir des gens qui veulent ramener un petit peu leur science. Donc là, tu parles d'un sujet, et lui, il est dedans, et en fait, il n'écoute pas vraiment ce que tu dis. Son but, c'est de montrer que lui, il sait, quoi, il connaît. Comment tu gères ça des fois dans tes commentaires? Tu peux voir des fois où ça peut partir en vrille, où le gars, il essaie de te décrédibiliser. Toi, tu le vois. Tu te dis, bon, je réponds. Si je réponds, je donne du poids aux commentaires. Donc, ça veut dire que je peux aussi envoyer un signal à ceux qui voudraient m'en faire comme lui pour avoir de l'attention. Il y a ce côté justement un peu calculé. Donc, comment tu gères ça? Ouais, du coup, alors je le gère mieux qu'avant. Je trouve que c'est un truc plus LinkedIn, ça, mais je l'ai un peu moins sur YouTube. Tu vois, peut-être à une plus grande échelle, je l'ai moins sur YouTube que je l'avais à l'époque sur LinkedIn, mais je l'ai quand même, mine de rien. Et en fait, il y a encore peut-être quelques mois, je lisais tous les commentaires, etc. J'étais tout le temps sur l'appli YouTube Studio pour voir les commentaires, pour répondre à tous les commentaires et tout. Et j'ai commencé à identifier des trolls. Alors, il y a en gros, tu as deux types de trolls. Tu as les trolls qui sont un peu concurrents et qui savent très bien qu'en te mettant un commentaire de merde, ça peut jouer sur ta motivation et que ça pourrait faire en sorte que tu sois moins productif derrière et que du coup, eux, ils puissent vivre leur vie tranquillement. Donc, tu as ces gens-là qui existent et tu as les autres qui sont plus en mode, j'en ai eu de gens qui m'envoient des emails d'insultes. J'ai reçu des menaces de mort, etc. J'ai reçu des trucs quand même assez
costaud. Mais attends, tu parles d'IA là, tu pas en train de parler de géopolitique? Ouais, non, mais c'est clair. Mais en fait, je reçois ça et en fait, les mecs, moi, j'aime bien. Alors, le mec, il m'avait menacé de mort, je l'ai appelé, tu vois. Il était en Suisse et tout, il a eu peur. Mais en fait, moi, le truc, c'est vrai que quand que tu vas m'interpeller comme ça négativement, que tu vas m'insulter, je vais te répondre. Enfin, je le faisais. Maintenant, je le fais quasiment plus. Tu vas comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça pour justement avoir un contact de ta part. Et donc, en fait, plusieurs fois, je me suis retrouvé à appeler des gens qui commençaient à essayer de balancer des conneries sur YouTube, etc. Je les appelais. Et en fait, ils me disaient non, non, mais je voulais juste te faire réagir pour que tu me parles. Enfin, là, tu vois, c'est de la manipulation. Le mec, il veut te voler du temps. En plus, il t'insulte, tu vois. Et donc, en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, si je continue à répondre à ces gens-là, ces gens-là continueront de faire le troll juste pour que je leur réponde. Et donc, en vrai, j'ai arrêté. Maintenant aussi, ce qui se passe, et ça, c'est vrai que c'est quand même cool quand tu commences à avoir une audience et une audience bienveillante, c'est que maintenant, je regarde moins mes commentaires. En fait, je les regarde une fois par jour, tu vois, etc. Et donc, des fois, tu as un commentaire pourrave. Ça arrive une fois par semaine ou même pas, peut-être une fois par mois. Et je le vois pas. Et sauf que maintenant, ce qui se passe avec le fait d'avoir une audience, c'est qu'en fait, tu as des gens qui répondent à ta place. Et donc, en fait, tu arrives, il s'est défoncé par une quinzaine de personnes. Bon, ça, c'est cool, quoi. Tu te dis, bon, vas-y, c'est cool, merci l'audience, je peux couper tranquille, quoi. J'aimerais qu'on parle rapidement là de ton business de formation en ligne, parce que l'idée aujourd'hui, c'était de voir avec toi les différences entre ce qu'on peut justement voir sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, puis la réalité. Moi, par exemple, je consomme beaucoup de vidéos YouTube, que ce soit parce que j'écoute de la musique tout le temps, tous les jours dans ma salle de sport, j'ai ma télé et je regarde évidemment les vidéos de Ludo, on s'entend. Non, mais je regarde aussi les différents YouTubeurs, etc. Puis des fois, je me ramasse avec des gens qui nous expliquent que voilà, le business de la formation en ligne, c'est super, etc. Et personnellement, je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Moi, je pense que le business de la formation en ligne, ça fonctionne. Je pense que les cryptos, ça fonctionne. Je pense que le dropshipping, ça fonctionne. Mais à partir du moment où tu le fais correctement. Par contre, ce que je voudrais valider avec toi, c'est ce que tu nous expliques un petit peu sur les fausses idées reçues, puis la réalité. Encore une fois, pour encourager ceux qui veulent faire de la formation en ligne à le faire et surtout à faire en sorte qu'ils ne se découragent pas si jamais ils se rendent compte que c'est différent des conneries qu'on peut leur raconter sur les réseaux sociaux. Ouais, carrément. Après, il y a le truc qui est quand même assez simple, entre guillemets, à capter, c'est qu'il y a pas mal de YouTubeurs qui vont te vendre une formation en ligne pour t'apprendre à vendre des formations en ligne. Et en vérité, là, c'est juste la Matrix, quoi. Enfin, c'est Inception. Enfin, tu vois, c'est le truc. Enfin, le mec, en gros, il est en train de s'enrichir en te promettant que toi, tu vas t'enrichir. C'est presque du Ponzi, presque. Tu vois, tu pourrais dire, c'est le mec qui fait une formation en ligne pour t'apprendre à vendre des formations en ligne. Donc, tout le monde va l'acheter. Puis ensuite, les gens vont vouloir faire pareil. En gros, c'est ce qui se passe. Et ça, moi, là-dessus, c'est pas du tout mon truc et ça, je fais pas. Donc, en gros, acheter une formation en ligne pour apprendre à vendre des formations en ligne, la plupart du temps, tu tomberas sur un mec qui veut juste gagner de l'argent parce qu'il a vu qu'il fallait faire comme ça ailleurs. Et en gros, les probabilités de réussir sont mauvaises. Après, le point qui est la formation en ligne, ça fonctionne de ouf, vraiment. Enfin, c'est un truc, moi, je pensais pas. Honnêtement, je pensais que beaucoup de personnes avançaient des chiffres sur YouTube, etc., que c'était des gros mythos, que j'étais le premier à le dire, etc. Et quand tu vois que ça le fait vraiment, tu te dis, ah non, en fait, ça existe. Et par contre, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le business de la formation en ligne, c'est une vraie entreprise. C'est-à-dire que derrière, si tu n'as pas de process, que ta formation, elle n'a pas de fond, que tu n'as pas de relation client, que tu ne connais pas ton audience, que tu ne proposes pas de valeur ajoutée, tu n'en vendras jamais. Ou alors, tu en vendras et tu te feras insulter et tu auras des notes dégueulasses. C'est la raison pour laquelle nous, en fait, on a 300 ou je sais pas, peut-être même 400 avis sur soit Google ou soit Trustpilot, où ce sont que des avis 5 étoiles. On a eu le premier 4 étoiles sur 5, là, il s'est arrivé quasiment 14 mois après la sortie de la formation. Et encore, quand tu regardes le commentaire 4 étoiles, tu peux te dire pourquoi tu n'as pas mis 5. Mais si on a ça, c'est parce que derrière, il y a des heures de travail. On a du SAV, on gère des tickets, on a la relation client et on a vraiment taffé le truc. Après, tu pourras le dire parce que tu avais vu la formation, mais on a vraiment taffé le truc pour apporter de la valeur ajoutée et vraiment faire en sorte que la formation en ligne permette aux gens d'appliquer les trucs et vraiment d'en tirer profit. Donc, quand la promesse est au rendez-vous, en fait, ça marche. Donc, en fait, oui, ça marche, mais il faut du contenu de qualité et il faut, par contre, derrière, il te faut des process, quoi. Il faut des process, il te faut une structure, tu peux pas te lancer comme ça le matin en te disant, je vais faire une formation en ligne, je vais faire 2 vidéos YouTube et je vais devenir millionnaire. Ça, c'est de la connerie, quoi. Ça n'existe pas. Et comment tu as fait pour comprendre, apprendre ce process? Parce que finalement, c'est le principe du marketing. On sait qu'il y a plein de super produits, de super formations qui décollent pas parce qu'en fait, le gars, il n'a pas de process. Mais comment faire
Il n'y a pas d'école de processing, de formation. Bah, après, comment j'ai fait, en vrai, c'est, je pense que là, toi, ça va te parler forcément en tant qu'agence. C'est que avant, entre guillemets, toi, YouTube, je l'ai commencé en 2023 véritablement professionnellement. Les formations en ligne en 2023 professionnellement aussi. J'en avais fait une un peu avant, mais à l'arrache. Et en vrai, derrière, il y a 10 ans d'agence. C'est-à-dire que 10 ans de clients au centre de tout, 10 ans de comment gérer les besoins des clients, 10 ans de remarques clients, d'objections clients, etc. Et donc, en fait, je pense que tu peux réussir, comme Mbappé dirait, tu vois, ne me parle pas d'âge, tu vois, peut-être que quand tu as 18 ans, 20 ans, tu peux quand même devenir riche avec les formations en ligne. Mais le fait d'avoir de l'expérience et d'avoir pu gérer ça par le passé, honnêtement, je pense que ça me permet aujourd'hui de valoriser au maximum ma chaîne YouTube, bien plus que j'allais dire, des gamins, tu vois, je commence à vieillir, des gamins de 20, 22 ans qui ont des chaînes plus grosses que moi, mais qui n'ont pas les connaissances en termes de process, en termes de services après-vente, etc., quoi. Et comment tu fais pour, parce que s'il y a bien un produit qui peut se copier en apparence facilement, justement, c'est le principe de la formation. Ça t'est pas arrivé d'avoir des mecs qui se lancent, qui achètent ta formation, puis qui lancent la leur et tu te dis: «Bah merde, en fait, je viens de me faire voler, quoi». Si, quasiment toutes les semaines. Après, là, c'est pareil, en tant que créateur de contenu, j'ai eu un peu l'habitude depuis quasiment 15 ans maintenant. Mais en vrai, là encore, mais tout à l'heure, là, je tombe sur une vidéo YouTube d'un gars qui m'avait déjà pompé ma base de prompts qu'il avait proposé à ses trucs. Et sa vidéo, c'est une copie de ce que j'ai proposé moi de mon côté. Donc ça peut être frustrant, mais d'un point de vue formation en ligne, j'ai des gens aujourd'hui que je vois passer sur LinkedIn notamment, qui m'ont laissé des avis clients et qui proposent la même formation que moi, 4, 5 fois plus cher que ce que je la propose. Donc ça, clairement, le fait d'être copié, je pense qu'il y a des gens, typiquement, ils achètent des formations juste pour en refaire derrière. Et en soi, est-ce que c'est une mauvaise idée? Je pense que stratégiquement, c'est smart. En vrai, le fait qu'on me pompe ma formation, je m'en fous un peu. Parce que le but de la formation, toi, je la vends pas cher en vrai. Le but, c'est justement qu'elle touche un maximum de personnes et que, en gros, je suis quand même assez convaincu que l'IA va bouleverser le monde de beaucoup de personnes et que si on fait rien pour les aider, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre le mur et qui vont se retrouver sans job du jour au lendemain. Donc, en fait, il y a un peu de sens derrière ça. Si tout le monde peut en profiter, après, il faut que j'en vive aussi. Donc, je ne vais pas la donner gratos. Puis, ça a moins de valeur gratuit que payant. Ouais. On a constaté que tout ce qui est gratuit, généralement, n'a pas de valeur et les gens, ils vont plus s'impliquer quand ils ont payé une formation que quand tu leur fournis le même contenu gratuit. Parce que toi, tu as sorti des trucs en plus, je ne sais pas, du genre le guide marketing web 2022, bon, je dis n'importe quoi, un truc d'une heure ou une heure et demie. Alors, bah, tu vas taper pas mal de vues, mais en réalité, tu prendrais la même formation, tu la rends payante et limite, les gens, ils se rendraient plus loin dans le visionnage, dans le pourcentage de visionnage de la formation. Comment tu expliques ça, le fait que finalement, le fait de payer, les gens vont plus facilement le consommer? En fait, ça, c'est. Alors, du coup, je sais l'expliquer. C'est un biais cognitif. Je vais t'en parler juste après. Mais en fait, il y a un truc intéressant là-dessus. Tu n'avais peut-être pas suivi ça parce que à Montréal, tu ne suis pas forcément l'actualité française, en tout cas dans les mini-détails. Mais il y a peut-être, tu sais, après le Covid, on s'est rendu compte que les étudiants qui avaient été confinés, ils étaient malheureux, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a eu une super idée, s'est dit, en fait, on va leur offrir des séances de psy. Et en fait, les psys, pour avoir parlé de ça avec plusieurs psys, en fait, ils ont été vachement choqués de ça parce qu'en fait, un des fondamentaux de la thérapie, c'est que justement, tu dois donner de l'argent pour t'impliquer et mettre en place les choses que tu vas voir en thérapie. Parce que si tu le fais gratos, en fait, tu n'es pas engagé, tu n'appliqueras jamais les choses et tu ne te sors pas de dépression ou de trucs comme ça. Donc, tu vois, juste dans des sujets sensibles comme ça, déjà, tu vois le cas. Et en vrai, ça, c'est un biais cognitif qui s'appelle le principe d'association, qui fait que, en gros, quand tu vas prendre une mini-décision, derrière, en fait, tu vas te comporter logiquement par rapport à la décision que tu viens de prendre. Et donc, si tu as pris la décision de te lancer dans une formation et que tu as payé la formation, l'action d'après, ça va être de suivre la formation en t'engageant, en menant des petites actions. C'est pour ça que la théorie des petits pas aussi fonctionne très, très bien. C'est qu'en mettant un pas après l'autre, en fait, par enchaînement, tu vas mettre en place l'action suivante, etc. Et donc, c'est pour ça, en fait, que ça se… Moi, je le vois beaucoup à Montréal et au Canada, notamment. On a énormément de subventions relatives à la création d'entreprises, même à l'intelligence artificielle. Et je suis hyper surpris à chaque fois et je me dis, ouais, c'est dingue toutes les subventions qu'il y a. Par contre, j'ai assez rapidement constaté une différence de gestion de l'argent de la part de mes clients quand c'est une subvention que quand c'est pas le cas, tu vois. Alors après, il y en a qui sont habitués. J'ai beaucoup de clients que j'accompagne qui sont des organismes à but non lucratif, des OBNL. Donc eux, c'est un peu différent parce qu'ils sont habitués à dealer avec des subventions. Donc ils ont un rapport avec cet argent qui est beaucoup plus sain.
qu'une entreprise privée qui vient de se prendre 50 000 $ de subvention et qui va être beaucoup moins regardante au niveau des services marketing, au niveau des prix de son site internet, etc. Je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet des formations en ligne parce que il y en a qui pourraient se dire, mais la connaissance ne doit pas être facturée, entre guillemets, ça doit être gratuit pour tout le monde. Et personnellement, je ne suis pas d'accord parce que déjà, je pense qu'à un moment, le créateur de contenu, il doit se rémunérer, mine de rien, parce qu'il passe du temps. Et ce temps, il pourrait le passer à faire autre chose. J'aimerais qu'on parle rapidement, si tu veux, pas de stratégie de communication sur YouTube parce que on peut l'avoir en allant sur ta chaîne, mais j'aimerais qu'on discute du côté un peu de l'algorithme YouTube qui te pousse à produire constamment et cette espèce de roue dans laquelle tu peux te retrouver, à limite te dire non, mais désolé, chérie, je peux pas partir en vacances 3 semaines parce que j'aurai pas mon matos pour faire mes vidéos. Et si j'ai pas mon matos, limite, je publie pas, je vais perdre 20 000 abonnés, etc. Cette espèce de prison finalement où tu as l'impression de travailler de manière bénévole pour YouTube. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ou que tu vis encore? Ouais, c'est un truc que honnêtement, je suis en plein dedans, parce que c'est exactement ça. Après, tu dis, c'est pas forcément une drogue, mais en vrai, c'en est une parce qu'il y a tout l'aspect de dopamine qui joue quand tu as des flèches vertes qui te montrent que tu es en croissance, etc. Tu as la petite dopamine qui fait que tu deviens accro à ce truc-là et tu veux des victoires tout le temps. Donc, en fait, quand même tu vas publier une vidéo de merde, tu as juste envie d'en ressortir une demain pour regagner le match, tu vois, c'est un peu comme dans le sport, etc. Donc déjà cet aspect-là. Mais au-delà de ça, ouais, après l'algorithme YouTube, il est hyper bien foutu pour, en gros, j'allais dire, pour saigner les créateurs en vrai. Parce que il y a un point qui est fondamental sur YouTube, c'est que les gens qui ont regardé une de tes vidéos, qui ont regardé une de tes vidéos il n'y a pas longtemps, se verront proposer la prochaine que tu vas publier. Et donc, en fait, voilà, je raccourcis un peu, je vulgarise, on parlait de la vulgarisation tout à l'heure, c'est pas exactement ça, mais et le truc, ce qui se passe, c'est que quand tu publies, tu as un rythme régulier, etc., tu as un certain volume constant de personnes qui regardent tes vidéos, donc tu as un certain volume quasiment acquis de personnes qui regarderont la suivante. Ce qui va se passer, c'est que si tu réduis ta fréquence, ce que je suis en train de faire pour l'instant, que je suis en train de faire en ce moment parce que tu le vois au CERN peut-être à la vidéo, etc. Il est temps que je ralentisse parce que sinon je vais devoir clôturer la chaîne, tu vois. Et en fait, quand je fais ça, là, je commence à ralentir. En fait, tu vois que ton volume de spectateurs quotidien, il baisse. Et donc, ce qui fait que la prochaine vidéo que tu vas sortir, elle va moins bien fonctionner parce que tu auras moins de personnes qui se la verront proposer dans le court terme, en fait. Et rien que ça, en fait, tu es obligé de publier tout le temps. Si tu ralentis, si tu te dis pendant 3 mois, je fais rien, à moins que tu sois McFly et Carlito et machin avec des millions d'abonnés. Dans ces cas-là, tu auras toujours 1 million de personnes qui regarderont ta vidéo plus tard. Si tu n'es pas ça, et je suis pas ça, et il y en a beaucoup, la majorité des créateurs ne sont pas ça, si tu t'arrêtes ne serait-ce qu'un mois, derrière, c'est presque terminé, quoi. Et même que tu aies 100 000 abonnés ou pas, là, moi, je sais que je ralentis, je sais que je vais avoir des difficultés à repartir dans un rythme plus élevé derrière, etc. Et si je m'arrêtais vraiment, si j'avais pas de stratégie pour mettre au moins des vidéos en programmation pendant les vacances, etc., je sais que si je reviens à la rentrée, et je vais pas être mort complètement, parce que maintenant, j'ai quand même une certaine base, mais je vais avoir du mal à revenir. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, ça montre un petit peu l'envers du décor. Parce qu'on se dit: «Attends, c'est génial, le mec, qui fait des vidéos sur YouTube, il parle d'intelligence artificielle, c'est exactement ce qui me passionne». Oui, alors les gens se créent des passions, assez rapidement. Moi, je trouve que le terme passion, c'est genre, c'est fort. Moi, je pourrais, pas dire quelles sont mes passions, et pourtant limite, je sais par exemple, moi je lis à peu près entre 30 et 60 minutes, par jour, et je me considère pas comme un passionné de lecture. Mais bref, pour revenir sur le sujet, c'est important effectivement, ce que je viens d'expliquer. L'envers du décor, du côté addict, du côté un peu, voilà, faut que je publie parce que sinon la vague sur laquelle je surfe, ça y est, c'est fini. Est-ce que je vais réussir à choper la prochaine vague? Et donc là, toi, tu es en plein dans cette espèce de remise en question de, OK, c'est cool, ça marche, mais finalement, faut pas non plus que ça prenne le contrôle total de ta vie. Typiquement, demain, je te dis, bon Ludo, viens, si tu veux, on se voit en Guadeloupe, on se loue une villa avec les enfants. Et toi, tu demandes s'il y a Internet. Bah ouais, il y a Internet. Pourquoi? Cool, je peux venir avec mon matos. Ah ouais, cool, je sens qu'on va passer des super bonnes vacances. Et là, en fait, tu dis, finalement, ouais, je suis bénévole pour YouTube, quoi. Mais ouais, mais là, je te dis, je suis vraiment en plein dedans. Ça tombe bien qu'on ait cette discussion-là. On en avait déjà une un peu sur le sujet il y a quelques semaines en off. Et ouais, non, là, je suis carrément dedans. J'ai fait un burn-out par le passé, j'ai fait un livre sur le sujet, etc. Je connais le sujet par cœur. Et pourtant, là, si je continue comme ça, ne serait-ce que 15 jours, un mois en plus, il y a une probabilité pour que je retombe dedans. Donc, on va se calmer tout de suite, etc. C'est pour Donc, ça que je vais faire un appel aux dons. Si vous voulez aider Ludo et sa famille, il reçoit donc des bitcoins, des Ethers, ça marche aussi. N'hésitez pas à lui en envoyer. Non, mais je trouve effectivement qu'il faut un bon rythme. C'est vrai que tu vois, moi, je me mets zéro pression
parce que ce qui me rapporte mon argent, c'est mon agence. Comme je t'ai dit, My Little Big Web, ça fait 10 ans qu'on existe maintenant. On est un peu plus de 30 employés. Clairement, les vidéos YouTube, c'est plus un passe-temps, une manière de faire un peu la promotion de l'agence et de se faire plaisir. Parce que aussi, moi, en tant que chef d'entreprise, mine de rien, pareil pour ceux qui nous écoutent, qui pourraient fantasmer sur le fait d'avoir une agence de 30 ou 35 employés, je peux vous dire tout de suite, les gars, que c'est pas tous les jours drôle. Mais tous les jours, par contre, c'est un peu pas drôle parce que tu as toujours des choses à gérer, que ce soit côté client ou employé. Donc, j'aime bien, si tu veux, sur la chaîne YouTube, même si on parle de plein de sujets avec mes invités, je fais toujours des petites parenthèses aussi pour expliquer l'envers du décor, comme quand j'expliquais la première fois finalement que j'ai acheté l'immeuble dans lequel sont les bureaux de My Little Big Web. Les gens, ils viennent, ils voient, ils me disent ah, ils sont trop beaux tes bureaux. Ah bah ouais, quand j'ai acheté les bureaux, c'était pas comme ça, il n'y avait rien. Et là, ils me coupent la parole en me disant t'as acheté les bureaux? Je fais ouais, j'ai acheté l'immeuble en entier. Ah ouais? Tout de suite, le regard, il change et je dis attention, par contre, on va faire une grosse pause. J'ai acheté l'immeuble en 2019, juste avant la Covid. Pendant un an, je dépensais $10 000 par mois parce que le bureau, il était vide, que personne ne voulait louer les étages. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un me met cette réussite dans le visage, je dis ouais, c'est cool. Mais je retourne toujours la pièce finalement pour dire attends, ça, c'est l'envers du décor par contre. Je veux pas que les gens fantasment. Je veux qu'ils aient ouais, la réalité. Après, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un immeuble? Oui. Est-ce que je me suis enrichi en achetant cet immeuble? Définitivement. Gérer une agence, c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Gérer une chaîne YouTube et gérer éventuellement une petite notoriété, c'est plus difficile que ce qu'on pense. Donc voilà, bref. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'IA ou tu n'es pas trop calé sur le sujet, Ludo? Ah, je sais pas, il y a des gens qui te diront que je Écoute, maîtrise pas trop. moi, en gros, la question du jour, si vous le voulez bien, sur BFM IA, c'est IA, menace ou opportunité? Quelle est ta vision? C'est, tu vois, comme tu disais à l'instant, tu vois, c'est une pièce, il y a deux faces, il y a menace, il y a opportunité. Les opportunités, elles sont ultra nombreuses. J'en parle régulièrement sur la chaîne. Du coup, j'ai fait quasiment 300 vidéos sur ça. Donc, il y a des possibilités de gagner du temps. Tu as des possibilités. Aujourd'hui, c'est que c'est tout con. Mais avec l'intelligence artificielle, tu as presque la possibilité de satisfaire, j'allais dire, n'importe quel rêve, en tout cas n'importe quel rêve créatif. Tu vois, tu veux faire de la musique avec l'intelligence artificielle, tu peux le faire. Tu veux écrire un livre, et tu sais pas écrire ou je sais pas quoi, tu peux quand même le faire avec l'intelligence artificielle. Tu peux faire de l'art, tu peux faire tout un tas de choses. Donc, il y a des opportunités tant dans le business, j'allais dire, que dans ta vie personnelle. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Après, menace, oui, parce que si tu n'es pas formé à la vitesse à laquelle ça va, et tu en as bien parlé en introduction de podcast en disant si je ne regarde pas ta chaîne pendant 2 semaines, j'ai l'impression de sortir de 10 ans de coma parce qu'il s'est passé beaucoup de trucs. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui, à la vitesse à laquelle ça va, et l'intelligence artificielle est faite, la manière dont ça fonctionne et la manière dont ça évolue, c'est fait pour être exponentiel. Si tu ne prends pas le wagon maintenant, et j'ai envie de dire, si tu ne l'as pas pris déjà il y a 6 mois, 1 an, tu vas quand même batailler pour rattraper ceux qui l'ont déjà pris, quoi. Et c'est un peu comme Internet, en fait. Le web, tu as bien connu, etc. Tu as des boîtes, je pense, comme moi encore, qui t'appellent cette année pour te dire, en fait, j'aimerais mettre en place une stratégie web, etc. Elles ne l'ont pas faite pendant 23 ans, alors que tu aurais pu le faire en 2008-2009, tu vois. Et là, elles veulent rattraper leur retard. Après, il faut être un peu… Alors oui, c'est possible de générer du business avec Internet, etc. Mais si tes concurrents, ils sont depuis 15 ans, avec l'expérience qu'ils ont, avec les assets qu'ils ont construits, tu vas quand même ramer. L'IA, c'est pareil. Mais effectivement, ce que tu dis, ça m'arrive constamment. Et la problématique, en fait, c'est que les gens qui ne s'intéressent pas, par exemple, au web, au marketing web ou au web en général, ont évidemment un retard colossal. Mais l'autre problématique, c'est qu'étant donné qu'ils n'y connaissent rien, ils n'arrivent pas à attribuer une valeur à ce qu'on fait. Et si je commence à dire que pour positionner ton entreprise qui est dans tel secteur de la finance, du microcrédit, tu vois le truc, écoute, moi, ça me prend un forfait à 3 000 à 4 000 $ par mois parce que je dois faire ça. J'ai beau lui expliquer, le gars, ce qu'il retient, c'est 3 000 ou 4 000 $ par mois, c'est trop cher. Et quand quelqu'un me dit c'est trop cher, j'ai toujours un peu dans ma tête le réflexe de dire à cette personne ah bon, tu es expert là-dedans? Parce que si ce n'est pas le cas, comment tu peux dire si c'est trop cher? Tu n'as peut-être pas le budget, mais tu ne peux pas dire que c'est trop cher. Par contre, en ayant cette espèce de biais, tu vas encore plus creuser ton retard parce que finalement, tu vas aller acheter les services de quelqu'un. Pareil, tu ne comprends pas trop ce qu'il fait. Tu sais juste que c'est moins cher. Peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles c'est moins cher. Tu n'as peut-être pas le budget, mais tu ne peux pas dire que c'est trop cher. Par contre, en ayant cette espèce de biais, tu vas encore plus creuser ton retard parce que finalement, tu vas aller acheter les services de quelqu'un. Pareil, tu ne comprends pas trop ce qu'il fait. Tu sais juste que c'est moins cher. Mais il y a peut-être des raisons
pour lesquels c'est moins cher. Et attention, je suis pas en train de dire que sous prétexte qu'ils sont plus chers, ils sont meilleurs. Mais je le vis constamment, en fait, où je dois expliquer aux gens que le marketing web, s'il est bien fait, et je le répète, s'il est bien fait, parce que j'ai parfaitement conscience d'être dans une industrie de semi-escroc, eh ben, c'est un investissement. C'est pas une dépense, mais il faut faire ses devoirs et il faut s'intéresser parce que même si tu es une agence bien cotée comme My Little Big Web, je disais encore hier, mes meilleurs clients sont les clients qui s'intéressent à ce qu'on fait. Bref, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces gens qui le voient comme une menace? En gros, je dis la même chose que toi. Moi, ce que je dis, c'est pas l'IA qui va prendre ton job, c'est les personnes qui utilisent l'IA. Parce que c'est exactement ça. Aujourd'hui, je prends le sujet qu'on maîtrise bien, le marketing. Je prends n'importe quel marketeur qui n'utilise pas l'IA. Avec mes connaissances aujourd'hui, je peux faire 5 fois son travail en une journée. Enfin, c'est juste là, ça, c'est clair. Donc là-dessus, ça, c'est un point à avoir en tête aujourd'hui. Enfin, l'IA, c'est comme Internet il y a 25 ans. Enfin, 25 ans, pardonne-moi. Si aujourd'hui, enfin, que tu le prennes ou pas, le train, il va passer, il va bouleverser le monde et ça sera à toi de voir dans quel camp tu veux être, quoi, dans le camp qui en profite ou dans le camp qui se fait laminer par les autres. Ça, c'est sûr et certain. Après, l'IA, comme n'importe quelle nouvelle technologie, ça nécessite une certaine conduite du changement. Et la conduite du changement, alors du coup, je ne connais pas le profil qui était chez toi, etc. Mais ça nécessite quand même une certaine expérience du monde de l'entreprise, du management, etc. Parce qu'il y a plein de choses à considérer. Et donc, nous, pour le coup, on implémente beaucoup l'IA dans des entreprises de tout domaine d'activité. On commence toujours par un atelier de sensibilisation où il y a toujours ces remarques que tu viens d'indiquer de ouais, mais moi, soit l'IA, c'est pas pour moi, ou soit l'IA, ouais, ça marchera pas aussi bien que moi, ou soit l'IA, j'en ai peur, etc. Et donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lister tous les process des services dans lesquels, enfin, des services de la boîte en question, et qu'à partir de là, en fait, on va identifier toutes les tâches qui sont alors soit chiantes à faire au quotidien, ou soit qui sont rébarbatives, enfin qui sont répétitives, ou qui sont peut-être trop compliquées pour que la personne arrive à les mettre en place. Et l'idée de tout ça, c'est de dire, OK, toutes ces tâches aujourd'hui, c'est entre guillemets un fardeau pour la personne qui doit les faire. Eh bien, on va lui montrer que l'IA, c'est une opportunité en déléguant ces tâches à l'intelligence artificielle. Et en faisant ça, tu passes d'une menace à un bénéfice à très court terme, parce que la courbe du changement, généralement, elle prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Quand tu as des bénéfices à très court terme, du coup, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. En fait, tu engages une personne qui va faire un pas, puis elle va dire, ah ouais, c'est quand même cool, là, j'ai gagné 2 heures. Tiens, je vais refaire un truc, puis un autre truc, puis un autre truc. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte que 6 mois après, tu as mis l'IA dans toutes tes tâches, quoi. Et qu'est-ce que tu répondrais à une personne ou un employé qui se dirait, bah écoute, moi, dans ma journée, j'ai un certain nombre de tâches qui sont plus ou moins intéressantes, plus ou moins rébarbatives, et qui me demandent plus ou moins de jus. Et en gros, oui, je comprends que vous allez m'enlever des tâches à faible valeur ajoutée parce que pour que je puisse me concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. La problématique que j'ai, c'est que déjà, vous n'allez pas m'enlever du travail en passant, parce que le but du chef d'entreprise, c'est pas de dire bon, c'est super, maintenant tu fais 5 fois plus vite les choses grâce à l'outil et du coup, tu vas travailler 5 fois moins. Il y a une espèce de conflit d'intérêt aussi, quelque part, parce que l'employé pourrait se dire bah ouais, mais au final, moi, tu vas me rajouter des tâches qui prennent la tête. Alors certes, qui sont intellectuelles, mais moi, je ne peux pas faire ça pendant 8 heures nécessairement parce que mes tâches idiotes, entre guillemets, permettent aussi un petit peu de reposer mon cerveau. Et là, le fait qu'on enchaîne, je ne sais pas si je suis gagnant, moi, à la fin de l'histoire. Même si à la limite, tu augmentes mon salaire parce que du coup, on crée plus de valeur, etc. N'empêche qu'il y a quand même une espèce de travail hybride dans le cerveau humain et l'outil qui fait qu'il faut quand même que le cerveau humain puisse suivre et se reposer. Et des fois, c'est des tâches un peu bêtes et méchantes qui permettent de se reposer. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais carrément, carrément, je vois bien. Et c'est là où, en fait, tu vois, la conduite du changement, comme j'en parle depuis tout à l'heure, nécessite des compétences managériales, un retour d'expérience, enfin, de l'expérience dans le sujet, etc. Parce que toi, tu as l'expérience de dire, OK, si je veux intégrer l'IA chez moi, faut que j'évite de leur filer, entre guillemets, les grosses tâches à full valeur pour les épuiser jour après jour en contrepartie de l'IA, parce que sinon, ça ne marchera pas. Mais après, il y a un autre point qui est fondamental, et là, je le vois dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis, c'est que quand tu as une transformation quelconque, tu auras toujours des pour et tu auras toujours des contre. Tu auras toujours des champions et tu auras toujours des gens qui freinent. Et donc, l'idée, quand tu amorces une transformation comme ça, c'est de dire, OK, je vais miser sur les champions. Les champions, ils vont tirer profit de cette nouvelle technologie. Et derrière, ils seront des ambassadeurs pour les gens qui étaient pas chauds au départ. Et en fait, ce qui se passe toujours, c'est que quand tu vois que ton collègue, en fait, il a gagné en confort, il fait des trucs peut-être un peu plus créatifs, puis il est monté en compétence sur le sujet, puis ça valorise, etc., puis qu'il y a peut-être une valorisation salariale, ou qu'il part dans une autre boîte parce qu'il a trouvé un meilleur poste ou je sais pas quoi, tu commences à te dire, en fait,
Ouais, bah, en fait, c'est bien. Et donc ça, c'est toujours comme ça qu'on fait, c'est qu'on identifie des champions dans des services, même parfois des services qui sont plus champions que d'autres services. On implémente les trucs et en fait, c'est les autres qui étaient d'abord réfractaires qui viennent frapper à ta porte et pour dire c'est quand notre tour. Et du coup, bah, tu peux y aller tranquillement et ça prend du temps. Mais toujours, c'est comme ça, quoi. Ok, je comprends. C'est une question aussi que j'avais pour toi, c'est tout ce qui est le rapport à l'information. Puisqu'aujourd'hui, tu as de moins en moins de gens qui se prennent la tête pour essayer de rédiger des sujets qui vont aller directement demander à ChatGPT. C'est devenu tellement un réflexe que les étudiants ou autres, maintenant, ils ne cherchent même plus. Ils vont demander à leur assistant virtuel le moindre truc. Bah, moi, ma question et ma crainte, bah, en fait, il y en a deux. La première, c'est l'éventuel abrutissement de la population. Parce que du coup, bah, tu n'as plus besoin de chercher. C'est un peu comme quand Google est arrivé, quelque part, la réponse, elle te vient tout de suite. Quand Google est arrivé, peut-être que Google a buté les bibliothèques, on ne sait pas. Deuxièmement, la remise en question ou la non remise en question de l'outil, de ce que l'IA peut nous envoyer, qui pourrait nous amener bah, finalement à prendre de mauvaises décisions. Donc voilà, ces 2 points-là que je voulais voir avec toi. Ouais, bah, du coup, tu as 2 sujets, clairement. Après, du coup, quand tu dis, bah, les étudiants aujourd'hui, ils s'emmerdent plus, entre guillemets, à aller chercher l'information, ils vont sur ChatGPT. Je te répondrais juste, bah, c'est qu'ils cherchent d'une autre manière, en fait. Parce qu'en allant sur ChatGPT, ils cherchent quand même l'info. Et le fait que, du coup, ils la cherchent de cette manière-là, qui est la manière la plus efficace maintenant, bah, pourquoi pas. Maintenant, c'est là où, en fait, j'en parle régulièrement sur la chaîne, mais il y a un réel enjeu du côté de l'éducation, du côté des professeurs, etc. C'est qu'aujourd'hui, tu dois justement apprendre aux plus jeunes enfants, j'allais dire, même ça peut être primaire, ça peut être collège, faire des ateliers auprès des enfants, etc., pour leur montrer l'outil, leur montrer à quoi ça sert, mais justement le faire en leur donnant les meilleurs points de vigilance, comme garder son esprit critique, etc., leur montrer que bah, les informations que tu vas trouver, il faudra peut-être les remettre en question, leur montrer des méthodes pour rechercher l'information, etc., parce que ça ne se fait pas comme ça de manière un peu à l'arrache. Donc, il y a une montée en compétences à faire de ce côté-là. Et puis après, pour l'aspect que tu décrivais de, bah, en fait, je vais prendre tout ce que ChatGPT dit ou n'importe quel IA pour argent comptant, ça, c'est clair que ça existe. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Alors, je ne saurais plus comment elle s'appelle parce que, comme tu disais tout à l'heure, j'ai fait plein de vidéos et je ne sais plus le titre de celle-ci. Mais en gros, ce qui se passe, quand tu vas sur ChatGPT, si tu regardes bien l'interface, tout est fait pour te laisser penser que tu es sur MSN Messenger pour les plus vieux ou que tu es sur WhatsApp en train de parler à un pote. Et la problématique avec ça, quand tu chattes avec ChatGPT, tu as l'impression que tu parles à un ami. Et donc, comme c'est un ami, bah, en fait, tu lui fais confiance. En gros, tu es en train de discuter comme tu pourrais discuter avec un pote, etc. Il y a ce biais-là. En fait, tout est fait sur l'interface pour te laisser penser que tu parles à une vraie personne que tu connais. Et donc, bah, du coup, derrière, inconsciemment, tu prends tout pour argent comptant. Ça, c'est même moi encore, tu vois, j'ai conscience de ça, mais ça m'arrive des fois de me dire, ah ouais, mais attends, est-ce que tu as vérifié que ce que ChatGPT a dit là, c'était juste? Bah ouais, parce que j'étais en train de chatter avec lui depuis 20 minutes, il me répond, machin, etc. Mais ça peut aussi avoir un effet bah, assez important finalement sur la vision du monde qu'on peut avoir. Je vais te donner un exemple tout bête. La dernière fois, on avait fait un exercice où on avait demandé, je ne sais plus si c'était sur Dali ou peu importe, de nous présenter une salle de classe, mettons, d'étudiants d'une école prestigieuse de commerce, par exemple. Et ben, l'outil, il nous a montré que des hommes blancs en costard-cravate. Donc, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas d'autres origines ethniques. Donc, ça veut dire que dans la tête de l'outil, dans la tête du robot, c'est ça, une classe d'étudiants d'une école de prestige. C'est chaud. Si derrière, tu as une IA qui est là pour éduquer une autre IA, donc ça fait un effet boule de neige, mais tu imagines la vision de la société. C'est un enjeu majeur. Enfin, tout l'enjeu des valeurs et de la culture, c'est essentiel dans l'intelligence artificielle. Et très honnêtement, là, tel que c'est parti, on est dans la merde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les modèles de langage, les meilleurs outils d'intelligence artificielle, ils sont inventés, créés par les mêmes types de bonhommes. C'est des mecs qui ont fait des grandes écoles, qui sont blancs, de riches familles, j'allais dire, etc. Et c'est surtout des modèles qui sont très, très américains, quoi, États-Unis, des États-Unis, quoi. Et donc, ce sont les valeurs des États-Unis qui sont prises en compte, etc. Et la grosse problématique qu'on a, notamment quand tu n'es pas anglophone, c'est qu'en fait, la majorité, enfin, c'est même pas la majorité, c'est tous les outils d'intelligence artificielle, même les Français, même Mistral AI qui est français, c'est le cas, ils sont tous entraînés sur des contenus que tu récupères sur Internet. Sauf que la problématique, c'est que tu as plus de 65% des contenus qui sont anglais sur Internet et que derrière, ça va jouer, je crois que les contenus français, c'est 2,5% ou un truc comme ça. Donc, en fait, quand tes IA sont entraînées sur du contenu anglais, bah, elles prennent les valeurs anglaises, elles prennent la culture anglaise. Et donc, bah, tu vas lui demander de te représenter un Français, il va te mettre avec le béret, avec la baguette, parce que c'est la vision qu'ont les Américains de ça, etc., etc. Et c'est pareil dans le texte, et ça va être pareil dans plein de choses. Donc, tout ce qui est biais dans l'intelligence artificielle, c'est un enjeu majeur.
Et la problématique, c'est qu'en fait, alors là, après, c'est un vaste débat pour l'Union européenne avec les Acts, etc. Mais j'ai l'impression que tous les pays qui sont à la bourre, en fait, ils se tirent une balle dans le pied en légiférant pour presque interdire l'intelligence artificielle. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, oui, on est dans la merde là-dessus, c'est clair. Et moi, ce que je constate, en fait, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, je m'intéresse beaucoup aux crypto-monnaies pour le côté technologique, parce que clairement, je ne m'attends pas après la crypto pour me payer ma maison personnellement, mais je m'y intéresse. Et je trouve ça intéressant, le principe de la blockchain, des smart contracts. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir certaines politiques essayer de freiner ce truc-là. Il y a un ensemble aujourd'hui de changements énormes qui arrivent, l'IA, les cryptos, etc., où les gens où certains gouvernements essayent de freiner le truc pendant que d'autres essaient de l'accélérer. Ça crée une espèce de bordel géopolitique. Mais n'empêche que quand la technologie est là et commence à être adoptée, c'est un peu celui qui l'utilise qui va être favorisé. Moi, je trouvais que c'était important d'aborder le sujet de l'IA parce que oui, l'IA, c'est super, l'IA, c'est génial. En fait, je veux dire, on l'utilise déjà tous, l'IA, depuis plusieurs années, sans même s'en rendre compte sur Internet. Mais moi, effectivement, c'était plus le volet un petit peu endoctrinement, nouvel ordre mondial de pensée unique parce que l'IA est basée sur un modèle américain, pour pas les nommer, qui aura un impact assez dingue. J'ai l'impression qu'on est quand même au tout début et on ne sait pas du tout ce que l'avenir nous réserve vis-à-vis de l'IA. On ne sait pas du tout comment les gens vont se servir de l'IA. Je veux dire, le premier mec qui a inventé le couteau de cuisine parce que c'était un passionné de bouffe, bah, il ne savait pas que ça allait créer une arme meurtrière. L'IA, aujourd'hui, toi, en tant que créateur de contenu qui est influenceur sur l'IA, tu donnes aussi une espèce de responsabilité, de pédagogie vis-à-vis de cette arme que pourrait représenter l'IA. Ouais, carrément, carrément. J'essaye en tout cas. C'est un truc qu'on me reprochait au départ sur la chaîne parce que tu avais les AI enthousiastes qui ne juraient que par l'IA déjà au printemps 2023. Et je pense que j'ai été le premier et le seul, et je pense même l'être encore, peut-être que je n'ai pas tout vu passer non plus, mais à aborder les dangers de l'intelligence artificielle. Et quand Elon Musk, l'année dernière, si tu te souviens bien, en fait, il a appelé tout le monde à faire une pause dans l'évolution de l'intelligence artificielle parce qu'on n'était pas prêt et que ça allait trop vite désormais, j'ai été le premier, en tout cas sur le francophone, à dire ouais, il a raison, et pour différentes raisons. Et en fait, dès qu'il y a justement ce genre de problématique qui peut être illustrée dans l'actualité, je fais des revues d'actu sur la chaîne, etc. Je vais en parler systématiquement. Je vais te prendre des exemples. Là, il y a des trucs qui sont sortis il n'y a pas si longtemps. Tu as un mec qui s'est fait qui s'est fait extorquer 25 millions de dollars dans sa boîte parce qu'en fait, il avait l'impression, qu'il pensait qu'il était en visio avec son DG, alors qu'en fait, c'était une intelligence artificielle. Ouais, j'ai vu passer justement les deepfakes, ce genre de choses. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fait hyper peur. Toi et moi, on a des centaines d'heures de notre gueule sur les réseaux et ça veut dire que n'importe qui peut prendre notre gueule, en fait, et faire dire n'importe quoi. Et personnellement, je me dis que moi, j'ai une toute petite chaîne, donc je pense que je vais chier personne. Toi, tu te sens comment vis-à-vis de ça? Oui, alors moi, je le prends pas pour moi, mais peut-être à tort d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux cloner ma voix et tu peux appeler mes proches et demander de faire un virement PayPal de 5 000 euros parce que je suis bloqué en Grèce ou je sais pas quoi, tu vois. Ce genre d'arnaque, ça serait faisable. Mais même faire une vidéo de toi qui tient des propos que tu tiendrais pas. Mais c'est clair que ça existe et c'est clair que c'est. Enfin, ça, moi, je te le fais en 5 minutes, quoi. C'est facile à faire. Le truc qui est bien, c'est qu'en fait, on a la possibilité, t'as la possibilité quand même d'encadrer ça, d'éviter ce genre de dérive. Aujourd'hui, c'est réservé aux élites, quoi. J'allais dire au président. Tu vois, si tu veux essayer de faire dire n'importe quoi au président de la République en utilisant les outils d'IA mainstream, parce que si tu utilises des outils d'IA du dark web, tu pourras le faire. Mais un outil d'IA mainstream, tu pourras pas. Il y aura des blocages, ça te dira que c'est contraire au droit d'utilisation, etc. Et ça marchera pas. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que tu as quand même beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui commencent à travailler sur des systèmes, des sortes de cartes d'identité d'un contenu et qui te permettraient à terme, en passant ça dans une machine, de valider si le contenu il a été créé par l'IA ou pas. Parce que ça, c'est pour une intelligence artificielle, de savoir que le contenu a été généré par une intelligence artificielle ou que ça a été créé de toutes pièces, c'est facile. Je ne sais pas si tu avais vu ça en Russie. Il y a Google qui était passé voir Poutine et faire une démo justement de son intelligence artificielle. Et en fait, le mec de Google a demandé à Poutine quel contenu il voulait faire auditer par l'intelligence artificielle. Et il a demandé la vidéo de l'homme qui marche sur la Lune par la NASA. Et donc, ils ont foutu la vidéo dans l'IA de Google. Et l'IA de Google a dit c'est un contenu créé de toutes pièces. C'est pas un vrai contenu. Et du coup, la NASA a dû intervenir derrière pour dire oui, on avait perdu les rushs, etc. Et donc, on a reconstitué la scène. Donc, en fait, ça existe. Tu as des possibilités de faire ça. Maintenant, c'est pour ça, en fait, qu'une pause serait importante. Parce qu'aujourd'hui, ça va exister,
mais à la vitesse à laquelle ça va, enfin là, avec tout ce que tu peux voir avec les vidéos, avec Edgen pour même mettre de l'audio dessus, etc. Enfin, aujourd'hui, oui, je peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui, quoi. Non, mais moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est plus le côté, je pense à un gamin de 12 ans, qui comprend pas, en fait, ce qu'il fait. Un peu comme hier, j'ai regardé une vidéo d'un youtubeur qui parlait de tous les youtubeurs ou streamers qui se sont fait swatter. Et en fait, je connais quelqu'un aussi dans mon entourage qui s'est fait swatter, justement, qui est un créateur de contenu et qui a moins d'abonnés que toi et qui s'est fait swatter. Et je me suis dit: «Mais c'est dingue! Les mecs, ils vont jusque-là pour avoir de l'attention». Donc toi, c'est light, une petite photo au Portugal, tu es un petit joueur mon gars, je te le dis, hein. Le jour où tu te fais swatter, là, tu as percé YouTube. Et en fait, je me dis: «Bah ouais, le gamin de 12 ans, il se rend pas compte qu'il a, en fait, avec son ordinateur, et tous ces petits outils, ce qu'il a entre les mains». Le gamin de 12 ans qui va sur le dark web et qui se rend pas compte finalement de ce qu'il voit, il entend dire que, c'est pas bien et cetera, mais bien sûr qu'il y va. Non mais tu imagines un peu les nouveaux joujoux si tu commences à filer ces trucs-là à des enfants, de 12 ans ou même à des adolescents de 15 ans en recherche identitaire, eux, ils peuvent faire vachement de dégâts et je m'attends pas à ce que, tu m'apportes la solution aujourd'hui. Mais moi, personnellement, en tant que père, c'est de ça dont j'ai peur. Oui, ben ça, c'est clair. Et c'est pour ça, je te disais tout à l'heure, il y a un vrai enjeu d'éducation. Et moi, mes enfants, je leur montre l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ils ont utilisé avec moi des IA pour créer de la musique, pour créer des histoires, pour créer des images, etc. Je leur montre comment ça marche. Pour l'instant, ils sont encore petits. Je ne vais pas leur parler de tous les biais, etc. Mais ça viendra. Et là, il y a un vrai enjeu là-dessus. Enfin, il faut vraiment former les plus petits dès maintenant. Après, il y a une autre catégorie aussi de personnes pour laquelle moi j'ai peur, c'est toutes ces personnes, enfin, en fait, l'intelligence artificielle, et je pense que 80 ou 90% de la population ne savent pas, enfin, ne sait pas ce que c'est aujourd'hui. Et ne sait pas qu'aujourd'hui, on peut cloner une voix, on peut cloner un visage, et du coup, il y a des vidéos qui sortent sur Twitter. Moi, je suis capable de te dire, ça, c'est de l'IA ou pas. Maintenant, la plupart des gens, ils vont voir un truc, ils ne savent même pas que ça existe. Donc, en fait, ils vont le croire. Et ça, enfin, il y a un vrai travail pédagogique là-dessus. On a légiféré en France sur les influenceurs. Je pense que de faire une campagne de sensibilisation ou légiférer sur l'intelligence artificielle, sur ce caractère spécifique du partage de contenu sur les réseaux sociaux, ça serait quand même important. Mais là, c'est pareil, les réseaux sociaux, ils te mettent des labels, de plus en plus, ça va sortir sur des trucs qui vont bien étiqueter que ça a été créé par l'IA, mais pour l'instant, c'est pas le cas, quoi. OK, écoute, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu voudrais aborder, ou est-ce que globalement on a fait le tour? Parce que ouais, on pourrait parler pendant une semaine là, on pourrait faire un méchant gros live. Non, ouais, non, on se parlera en off sur la question justement du stress. Là, tu m'as teasé un petit peu tout à l'heure sur ton building, le fait que ça t'avait stressé. Moi, je suis dans une période là où je suis pas mal stressé aussi, donc savoir comment tu as géré le stress, ça m'intéressera. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. C'était hyper intéressant. J'espère vraiment que les gens ils vont laisser des commentaires pour poser leurs questions. Puis écoute, on va voir comment ça évolue, hein, cette histoire d'IA.